voulais vous montrer un chiffre un peu hallucinant qui est révélé par les Échos ce matin. C'est un premier semestre exceptionnel pour les industriels de l'armement. Regardez, les dépenses militaires mondiales ont atteint un record historique de 2,300 milliards de dollars en 2023. C'est en hausse pour une 6e année consécutive. En fait, les industriels de la défense n'ont jamais affiché de carnet de commandes aussi fourni. Ça veut bien donc dire que partout sur le globe, finalement, depuis l'invasion de l'Ukraine, eh bien, il y a une hausse à l'armement militaire. Claude Blanche-Maison. Évidemment, c'est logique, puisque une guerre de forte intensité a fait son apparition au centre de l'Europe, alors que nous pensions que c'était impossible. Et le problème a été plutôt de mobiliser ces industries de l'armement pour les faire redémarrer, pour qu'elles construisent de nouvelles lignes de production. Évidemment, comme la plupart sont privées, elles ont répondu « Où sont les commandes de l'État ?» Nous investirons si nous avons des commandes fermes. Nous n'allons pas investir sans être sûrs de pouvoir vendre ensuite nos produits. Et c'est ce qui s'est fait un peu partout, effectivement. Et donc, on voit que ce secteur de l'armement, en effet, dégage des résultats extraordinaires qui doivent normalement être réinvestis, puisque c'est ce que les États demandent, qui a en effet des capacités de production supplémentaires. J'ajoute que c'est surtout en Europe que le problème se pose, puisque 60% des dépenses européennes de défense consistent à acheter de l'équipement américain. J'ai rien contre les Américains. Non. Je dis simplement que si c'était l'inverse, les Américains seraient préoccupés. Par conséquent, nous sommes préoccupés par cette situation qui ne peut pas durer. Tout à fait. Et d'ailleurs, il faut voir ce chiffre, 38% des dépenses mondiales de défense proviennent des États-Unis. Donc ça confirme évidemment ce que vous venez de dire, alors que c'est 14% en 2023 pour les dépenses européennes militaires en Europe. Donc on voit bien effectivement qu'on est intimement lié aux États-Unis et que l'Europe ne mise pas autant que les États-Unis sur l'industrie militaire, Claude Blanche-Maison. Absolument. Alors évidemment, ça va provoquer sûrement à un moment ou à un autre des réactions négatives, on va dire. Mais pourquoi est-ce que on passe autant de commandes à l'industrie de l'armement ? Pourquoi est-ce qu'on alimente la guerre partout ? Pourquoi est-ce que cette industrie fait autant de profits ? Et il faut expliquer que puisqu'elle est pour l'essentiel privée, effectivement, et il faut qu'elle dégage des profits pour pouvoir réinvestir. Mais en effet, je crois que cette industrie de l'armement, qui dépend très largement des commandes de l'État, doit en effet répondre aux incitations des différents gouvernements, qui d'ailleurs assez souvent gardent une participation minoritaire dans ces sociétés, de manière à pouvoir intervenir dans les décisions qui sont prises. C'est-à-dire que qui profite de cette industrie, et est-ce qu'après, il y a des pays qui n'ont plus intérêt à ce que la guerre cesse, Elsa Vidal ? C'est ça aussi qu'on pose comme question sous-jacente. Oui, bien sûr. Enfin, l'importance du ce qu'on appelait le complexe militaro-industriel américain est évidemment, pour les critiques de la puissance américaine, l'un des objets premiers de leur critique. Même le général Eisenhower disait que le complexe militaro-industriel américain était un grand danger pour la paix internationale. Ça peut venir alimenter ce genre de discours. Et c'est aussi effectivement une amère vérité des guerres, c'est qu'en fait pendant les guerres, on s'enrichit beaucoup. Enfin, certains s'enrichissent énormément et des fortunes se créent aussi pendant la guerre. Pendant la Première Guerre mondiale en France, on a vu des fortunes complètement s'établir et qui allait durablement changer le paysage industriel. En Russie, l'effort budgétaire militaire est si important, il est officiellement de 8%, on suspecte qu'il soit plutôt autour de 10%, peut-être un peu plus même du budget national, qu'il a complètement changé le visage industriel du pays et la dynamique. L'économie russe est quasiment en surchauffe du fait de l'effort industriel. Donc ça peut donner un rebond à des économies moribondes. La question étant de combien de temps peut-on tenir, et quand la guerre s'arrête, comment vit-on la transition ? Est-ce qu'on fait face à un effondrement économique ? Comment redistribue-t-on à nouveau l'effort économique ? Alors pour l'Europe, comme le disait l'ambassadeur, il y a effectivement le défi sur le long terme de dépasser les 2% du PIB, de nos PIB respectifs, dévolus à la défense, parce qu'on se projette maintenant dans une guerre longue avec la Russie, et à défaut de guerre, quand bien même celle-ci cesserait,
dans un état de tension, puisqu'il faudra des années avant de quitter la confrontation avec la Russie. Oui, vous disiez 8%, le PIB peut-être 10% pour la Russie, 36% pour l'Ukraine. Et alors pour Israël aussi, on imagine que certaines technologies se sont très bien exportées, notamment la technologie du dôme de fer, par exemple, qui a été vendue à la Finlande, je crois, en une petite minute. Oui, tout à fait. Si on se souvient de l'affaire Aerosatouri, où les compagnies israéliennes étaient bannies de cet événement très important, bien sûr, c'était un coup très dur pour toute cette industrie militaire israélienne de ne pas afficher leurs marchandises à Paris. Et il faut aussi souligner que pourquoi Israël et d'autres pays achètent en fait les armements américains, c'est parce que les Américains les payent. Il ne faut pas oublier qu'il y a une politique américaine avec une aide sécuritaire aux plusieurs pays. Et évidemment, ces pays doivent acheter ce qui est fabriqué aux États-Unis. La France n'a pas cette politique.